Bonjour, vous assistez aux rencontres auteurs du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes confinés. L'édition 2020 a donc lieu en version digitale. Dans quelques instants, je vais échanger avec Pierre Brasseur autour de son livre Attentifs ensemble, à paraître aux éditions Rivage. Pierre Brasseur n'est pas le comédien mort que l'on imagine. En tout cas, celui-ci a l'air bien vivant et écrit des polars à tonalité politique qui prennent lieu dans des milieux ultra politisés. Passé par des dizaines de métiers divers et variés qui l'amènent à côtoyer des dizaines de profils et milieux, Pierre Brasseur publie des romans depuis 2002. Attentifs ensemble, son nouveau roman donc, paraît aux éditions Rivage le 27 mai. Il raconte les actions, entre happening et terrorisme léger, d'un groupuscule d'activistes soi-disant gaullistes, mais aux méthodes qui rappellent un petit peu celles de l'ultra-gauche. Un peu idéaliste, un peu maladroit, mais animé par une forte envie de changement, en tout cas. Souvent tendre, ce polar égratigne les clichés des militants tout en pointant la justesse de leurs intentions. Au fil de sa lecture, on prend conscience que tout n'est pas tout noir ou tout rouge dans cet univers. Pierre Brasseur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire, et encore plus du roman noir polar, ce genre un petit peu hybride que vous appréciez? Eh bien, jusqu'à l'âge de 22 ans, je pensais que la principale création, c'était de créer sa propre vie. Et puis à ce moment-là, après des études littéraires, je me suis rendu compte de la nécessité de gagner sa vie et je me suis dit que c'était plus amusant de la gagner en écrivant qu'en étant employé, par exemple. Bon, évidemment, je ne suis pas devenu riche, je ne suis pas Marc Lévy. Je ne me suis pas tourné vers le polar spécialement. J'y suis venu petit à petit parce que c'est le genre du réalisme, me semble-t-il, à l'époque contemporaine, et c'est aussi celui des classes populaires, des classes moyennes, par opposition à une littérature plus bourgeoise. Oui, c'est le côté, si on peut dire, un peu roman de gare, entre guillemets, par rapport aux grands classiques que l'on connaît, qui sont souvent un peu rébarbatifs. Ça peut être aussi exigeant, voire plus exigeant que certains grands classiques et en tout cas certaines littératures officielles blanches actuelles. Oui, ça, on s'en doute effectivement que c'est pas parce que c'est justement populaire que c'est facile. Et ça, je trouve ça intéressant que vous le pointiez, parce que souvent dans la tête des lecteurs voire même des critiques, le polar fait partie de ces sous-genres, comme s'il y avait des surgenres et des sous-genres, ce qui est toujours un petit peu gênant, je trouve, à appliquer en classement. Oui. Et, Oui, et en même temps, il y a un genre dominant dans le polar qui ne m'intéresse pas énormément, qui est celui du polar à enquête, du polar à flic, et dans Attentifs ensemble, comme dans mon précédent roman Je suis un terroriste, les flics sont finalement secondaires et l'enquête est secondaire, et c'est pour ça que je me réclame plus du roman noir qui se centre sur des personnages plus délinquants, globalement. oui, c'est un genre de plus en plus prisé, en fait, en tout cas en France, où c'est très différent des États-Unis, mais on a l'impression un peu par des écrivains qui veulent faire passer un message, que ce soit des écrivains assez politisés, comme on va le découvrir, c'est le cas en tout cas dans votre roman. Est-ce que pour vous, ça a toujours été le cas, que le roman noir, en portant ce réalisme, porte justement ces luttes, ou est-ce que c'est un peu plus fort ces dernières années, ces romans forts politiquement, forts socialement? Alors, je ne dirais pas que je cherche à passer des messages, parce que dans ce cas-là, je ferais peut-être plutôt des essais, mais à montrer certaines réalités qui sont évidemment en grande partie sociales et politiques, parce que ce sont des choses qui m'intéressent, mais ça peut être euh, politique au sens très large. En tout cas, ce n'est pas lié aux thèses d'un parti en particulier, ni d'une idéologie plus globale. Par exemple, dans Attentifs ensemble, je me suis beaucoup intéressé
euh, aux proches banlieues parisiennes, parce que le roman montre beaucoup Paris même et beaucoup moins les banlieues, et un phénomène que j'ai vu professionnellement, que j'ai vu en me baladant, qui est peut-être encore plus fort que la boboisation de Montreuil et de certaines banlieues, qui est celui de l'installation de sièges d'entreprises, de transformations urbaines très très fortes qui se voient dans certains quartiers de Montreuil, bien sûr, d'Ivry, de Saint-Denis, de Pantin, et ces phénomènes-là, ces centres d'intérêt-là sont de plus en plus nets ces dernières années, en effet, parce que d'une part, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se dégradent dans la société, des tensions qui montent et des solidarités qui s'effondrent, des services publics qui s'effondrent. Et d'autre part, plus personnellement, j'ai quitté Paris il y a 3 ans pour Pantin, en proche banlieue parisienne, et ça a contribué à me rendre sensible à ces choses-là. Et en admirant de ma fenêtre un vaste horizon de la banlieue parisienne quotidiennement, en me baladant auprès de grands sièges d'entreprises qui jouxtent parfois des cités plus dures, j'ai été intéressé par tout cela, ce qui m'a amené à écrire Attentif Ensemble. Donc, Attentif Ensemble qui retrace, on va dire, les actions, comme je le disais en introduction, à ces coups de poing que mène un groupe d'activistes, donc assez flou, qui ciblent spécialement des cadres, des personnes travaillant dans ces espèces de villes-bureaux que vous citez. Oui, alors ils visent des cadres de ces entreprises, ils visent aussi des lieux emblématiques de la transformation de certaines zones comme une fromagerie bio qui a une clientèle évidemment plus récente, installée plus récemment dans ces banlieues-là que les clientèles habituelles. Ils visent différents aspects de ces transformations-là. Mais en effet, il y a beaucoup de cadres d'entreprises liés à ces immeubles de verre qui se sont installés souvent sur d'anciennes friches industrielles qui ont été rasées pour construire ces immeubles. Parfois, même emblématiquement dans les grands moulins de Pantin, qui était un lieu industriel, la BNP s'est installée en gardant les locaux et en les agrandissant et n'a même pas eu besoin de transformer cela. C'est aussi le cas d'Ubisoft à Montreuil que j'évoque également, qui est dans des locaux assez anciens aussi. Et dans votre livre, c'est ce que je disais en introduction, en disant que les méthodes d'action s'apparentent à celles que l'on associe volontiers à l'ultra-gauche. Pourtant, vos militants un peu marginaux, un peu déclassés, ils se revendiquent du gaullisme. Et c'est assez amusant parce qu'on a plutôt tendance à associer le gaullisme à quelque chose de très froid, très droit, pas du tout activiste. Pourquoi ce jeu, entre guillemets Alors, il s'associe au gaullisme en partie par provocation, bien entendu, en partie aussi parce qu'il se réfère plus au gaullisme de la résistance et qu'il y a une certaine cohérence dès lors dans mes personnages, puisque il considère que nous ne sommes plus réellement en démocratie, que tout a été confisqué par les pouvoirs financiers ou des algorithmes, en tout cas loin du peuple, et que cela justifie, à partir du moment où il n'y a plus de démocratie, une action directe illégale. Et en même temps, le fait que ça soit une provocation fait que leur point de vue et leurs actions les apparentent sans doute moins à l'ultra-gauche qu'au situationnisme finalement, avec des actions jouant sur la provocation, jouant sur le détournement. Et dans le fond, on peut se demander dans le livre si leur principale action, ce n'est pas de réaliser des vidéos très situ pour le coup, et de chercher à avoir un impact sur les représentations des gens par ces vidéos qui sont en partie des blagues et en partie très, très dures et très violentes. Oui, ça montre l'utilisation effectivement politique qui peut être faite des réseaux sociaux de manière très facile, puisque les vidéos de leurs actions deviennent virales en quelques heures à peine. Oui, et en même temps, ils sont un peu obligés d'en venir à ça,
puisque les grands médias ne leur sont pas accessibles. Ils ne peuvent pas s'exprimer par la télé, par la presse. De la même manière qu'ils ne peuvent pas essayer de faire des coups d'envergure au sein même des grandes entreprises, parce que les systèmes de sécurité l'interdisent absolument. Il y a des portiques partout, il y a des caméras, il y a des gardiens, et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'enlever, par exemple, des cadres moyens en pleine rue, là où il est un peu plus facile d'agir. Comme si la rue était, avant le confinement en tout cas, le seul espace de liberté possible. Et vous mettez en scène, justement, vous dites qu'ils enlèvent des cadres moyens, effectivement, dans l'ensemble. On a un petit peu l'impression que, même si l'idée de la lutte des classes est au cœur de votre propos, parmi d'autres, mais qu'elle n'est pas là où l'on pense, parce que ces victimes de ce groupe, au fur et à mesure qu'on lit, on a quand même l'impression qu'eux aussi sont des courroies d'un système, sont complètement prisonniers du système, et sont également des victimes, alors éventuellement consentantes. Mais vous évitez le côté très manichéen, si on schématise, des méchants capitalistes qui sont tous d'accord et des gentils activistes qui ont raison. Oui, c'est en partie pour ne pas tomber dans un extrémisme de discours, mais en termes de lutte des classes, alors je ne suis pas posé la question en termes marxistes-léninistes classiques, mais dans ces termes-là, à partir du moment où quelqu'un est salarié, c'est un exploité et c'est un jouet du système. Donc on pourrait analyser ces personnages de cadre comme des victimes, elles aussi évidemment. Ils ne sont pas extrêmement durs avec ces personnages-là, d'ailleurs, ils n'ont pas des actions terriblement violentes. Mais le fait est qu'à partir du moment où ils ne peuvent agir que dans la rue, que dans des lieux peu sécurisés, ils ne peuvent pas atteindre des gens réellement puissants. Ils sont d'une certaine manière condamnés à toucher des gens comme ça. Il y a quand même une exception avec un personnage plus puissant dans la deuxième moitié du livre qu'ils enlèvent. Et c'est comme par hasard, à partir de cet enlèvement-là, que la police et les médias se mettent réellement à s'intéresser à eux. Oui, comme quoi le côté justement société du spectacle s'amorce à partir du moment où on touche à quelqu'un d'important. Sinon, bon, ça, c'est même pas, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, ça n'intéresse même pas la police et ils sont hors écran, la police croit à des canulars, à des petites plaisanteries. Oui. Oui, leurs actions sont un mélange de violence réelle et d'innocuité, parce qu'il leur arrive d'enlever quelqu'un et de le libérer presque immédiatement en lui donnant des cadeaux. Il leur arrive de voler des cajots de fruits et légumes pour aller les distribuer. Ce n'est pas de la grande délinquance, ce n'est pas du terrorisme. Mais dans les discours actuels, ça peut tomber en même temps, dans une certaine mesure, dans le cadre de la dénonciation du terrorisme. Il y a un jeu là-dessus dans mon roman qui est lié à une réalité. Oui, c'est toujours sur la limite en fait. On est toujours on a l'impression que le discours social est toujours présent. Effectivement, qu'il faudrait très peu pour que, comme vous dites, le vol de cajots de légumes pour des distributions gratuites devienne, aux yeux de ce système, du terrorisme. Oui, ce n'est pas le cas pour le vol de cajots en lui seul, et je pense que si le roman s'arrêtait là, les personnages ne risqueraient pas grand-chose, peut-être quelques heures de travaux d'intérêt général, une petite amende, mais la logique est la même en même temps dans ce vol de cajots et dans les actions qu'ils font ensuite. Et donc en creux, c'est la logique de la société elle-même qui est en cause, forcément. Oui, que vous dénoncez de manière subtile, justement, par les résultats et les actions en chaîne, plutôt que par quelque chose d'assez démonstratif, qui a un côté assez fluide dans votre roman, très quotidien. On a vraiment l'impression que ces actions, on pourrait y participer à certaines, ou on pourrait connaître des gens pour d'autres. Bon, je ne parle pas des plus violentes ou des plus risquées nécessairement.
Oui, ça tient en partie au fait que les personnages sont assez banals, ne sont pas des militants chevronnés, sauf un, mais sur une quinzaine de personnages, c'est assez peu. Euh, les autres sont des gens qui finalement ont en commun en général de bien aimer le foot, de bien aimer boire un coup, d'avoir un esprit de copain et de vivre dans diverses banlieues et de sentir les tensions qui existent dans ces banlieues-là. Oui, même pour certains, d'être un petit peu regardés de haut par, on va dire, une société bien pensante, leurs patrons, les systèmes, dès qu'il y a une hiérarchie. Il y en a certains qui, sans être défavorisés, sont quand même, voilà, on voit un peu de toutes les couleurs tous les jours. Oui, la plupart sont dans des situations sociales défavorisées, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a une cadre haut placée à la défense, par exemple, qui fait quand même partie du groupe. Il y en a d'autres qui, sans être défavorisés, ne sont pas favorisés, mais euh, tous ressentent de toute façon une forme de malaise et la plupart sont quand même dans des situations assez désastreuses à certains points de vue et plutôt lassés de leur existence. Mais de leur existence, pas simplement individuellement, de leur existence en tant que symptomatique de la banlieue, parfois de certains boulots. Alors il y a un livreur de Deliveroo, il y a des gens comme ça, bon, qui sont des personnages comme on en voit de plus en plus et qui sont le livreur de Deliveroo, c'est le prolétaire par excellence de l'époque actuelle. Oui, c'est vrai que ça, les schémas ont changé, quoi. Mm. Et la thématique première du salon, c'était la ville, territoire d'utopie, donc où votre livre trouvait pleinement son, on va dire, sa place. On est passé à la thématique du monde d'après, donc là aussi ça fonctionne très bien. Ce monde d'après, justement par rapport à ce que vous écrivez, à vos centres d'intérêt culturels, politiques et étendus, vous l'imaginez comment vous auriez envie d'écrire dessus sur les mois qui vont venir? Alors, j'ai déjà écrit une nouvelle dessus qui sera publiée, enfin, qui est publiée ce 1er mai sur le site Le Monde d'après du Salon, euh, qui n'est pas exhaustif sur mon point de vue. Mais globalement, je vois crise économique et sociale s'imposer de manière assez évidente. Mais il y a aussi tout l'enjeu écologique qui va continuer à jouer, sachant qu'en plus on parle de plus en plus du rapport entre les problèmes écologiques et la crise du coronavirus, de toute façon. Et puis, il y a aussi les problèmes liés au virus en eux-mêmes qui vont encore noircir le tableau, certainement, parce on peut craindre que ce coronavirus ne soit ne nous donne qu'une petite idée de ce qui nous attend dans 10 ans, dans 20 ans. Il pourrait très bien y avoir des virus beaucoup plus meurtriers, faisant des millions de morts en France, et avec toutes les conséquences que ça aurait en termes de sécurité, d'hygiénisme, de crise économique, évidemment. Alors, une des dimensions que j'ai imaginées dans ma nouvelle et que je vois pas mal venir, c'est une tendance individuelle ou par petits groupes à essayer de fuir ce genre de situation pour aller reconstruire une vie plus locale. Dans un sens, ça ne serait plus la ville, le cadre de l'utopie, mais le village pour beaucoup de gens qui iraient en Lozère ou dans les Pyrénées ou dans les Alpes, dans les coins les moins peuplés de France et des autres pays pour essayer de construire des zones plus résilientes, comme on dit. Ça va être une tendance peut-être plus forte que celle de lutter contre cela de manière collective, qui est de l'utopie
je peux imaginer de l'utopie dans des petits cadres bien circonscrits comme cela, plus qu'au niveau général et politique. Oui, donc vous êtes quand même plutôt optimiste, enfin mitigé, mais quand même assez optimiste sur la perspective de création de zones résilientes, comme vous dites, et d'un nouveau système qui ne va pas affronter celui qui est tout-puissant, mais qui va se désolidariser, en fait. Oui, ouais. En même temps, les problèmes climatiques n'ont pas de frontières et s'attaqueront aussi à ces zones résilientes, même si la pollution les atteindra moins et que la situation y sera moins grave. Euh, et je suis plutôt pessimiste, en revanche, au niveau global, hein. Oui. Et c'est le niveau global qui risque de l'emporter, malheureusement. Et en attendant, il reste donc attentif ensemble. Votre roman donc à paraître aux éditions Rivage le 27 mai. Merci d'avoir participé à ces rencontres. Et donc, votre texte est à découvrir sur le site du Monde d'après. Voilà. Et voilà le futur objet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre.